Quelques instants plus tard, Ralph entra dans le petit bureau de Nick. Nous attendons quelques personnes demain, dit-il, et toute une ribambelle après-demain. Plus de 30 dans le deuxième groupe. Parfait, écrivit Nick. Je suis sûr que nous allons bientôt avoir un médecin, la loi des grands nombres. Oh oui, nous devenons une vraie petite ville, dit Ralph. Nick hocha la tête. J'ai parlé avec le type qui était le chef du groupe d'aujourd'hui, reprit Ralph. Il s'appelle Larry Underwood, un type intelligent, malin comme un singe. Nick haussa les sourcils et dessina en l'air un point d'interrogation. Ralph savait ce que voulait dire ce signe. Donne-moi plus de détails, si tu peux. Eh bien, voilà, reprit Ralph. Il a 6 ou 7 ans de plus que toi, je crois, et peut-être 8 ou 9 de moins que Stu. Mais c'est le genre de type que tu nous as demandé de chercher. Il pose les bonnes questions. Nick redessina en l'air un point d'interrogation. D'abord, qui commande ici? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et enfin, qui va le faire? Nick hocha la tête. Oui, c'est les bonnes questions. Mais était-il l'homme qu'il cherchait? Ralph avait peut-être raison, mais il pouvait aussi se tromper. Je vais essayer d'aller lui dire bonjour demain, écrivit Nick sur une nouvelle feuille de papier. Oui, tu devrais, dit Ralph. Je t'assure qu'il est bien. Et j'ai parlé un petit peu à la mère, avant que Underwood et ses copains viennent lui dire bonjour. Je lui ai parlé de ce que tu m'avais dit. Nick dessina en l'air un point d'interrogation. Eh bien, elle m'a donné le feu vert, dit Ralph. Elle trouve que les gens tournent en rond et qu'ils ont besoin qu'on leur dise où poser le derrière. Nick se renversa dans sa chaise et rit silencieusement. Il écrivit. J'étais presque sûr qu'elle serait d'accord. Je vais parler à Stu et à Glenn demain. Est-ce que tu as imprimé les affiches? Oh, je n'y pensais plus, dit Ralph. Évidemment, ça m'a pris presque tout l'après-midi, figure-toi. Il montra à Nick une affiche qui sentait encore l'encre fraîche. Ralph l'avait dessinée lui-même avec de gros caractères pour attirer l'œil. Assemblée générale, nomination des candidats et élection du conseil. 18 août 1990 à 20h30. Parc Banchel s'il fait beau, salle Chotoka s'il fait mauvais. Des rafraîchissements seront servis. Au-dessous, un petit plan, à l'intention de ceux qui ne connaissaient pas encore très bien Boulder. Puis en petits caractères, les noms que Stu, Glenn et Nick avaient retenus un peu plus tôt, après quelques discussions. Comité spécial, Nick Andros, Glenn Batman, Ralph Brentner, Richard Ellis, Fran Goldsmith, Stuart Redman et Susan Stern. Nick montra du doigt la phrase qui parlait des rafraîchissements et haussa les sourcils. Oh oui, c'est une idée de Franny, dit Ralph. Elle pense que les gens seront plus nombreux si on leur donne quelque chose à boire. Elle va s'en occuper avec son ami Patty Kroger. Gâteau sec et limonade, précisa Ralph en faisant la grimace. Si je devais choisir entre de la limonade et de la tisane, eh bien figure-toi que je réfléchirais un bon coup. Et je te laisserai ma part, Nick. Nick lui répondit avec un sourire. La seule chose dans tout ce truc, reprit Ralph, c'est que vous voulez que je fasse partie du comité, et moi je sais ce que c'est un comité. Ça veut dire félicitations pour votre dévouement, pour votre excellent travail. Bon, d'accord, j'aime bien les compliments, et j'ai travaillé dur toute ma vie. Mais les comités, c'est fait pour donner des idées, et moi je suis pas tellement fort là-dedans. Sur son bloc-notes, Nick dessina rapidement un gros émetteur radio et une antenne qui lançaient des ondes dans le ciel. Oui, d'accord, fit Ralph, mais ça c'est complètement différent. Nick écrivit. Tout ira bien, tu verras. Si tu le dis, fit Ralph. Je vais essayer en tout cas. Mais je crois que vous feriez mieux de prendre ce type, Underwood. Nick hocha la tête et lui donna une tape amicale sur l'épaule. Ralph lui souhaita bonne nuit et sortit. Seul dans le petit bureau, Nick regarda longtemps l'affiche. Si Stu et Glenn l'avaient vu, et c'était certainement le cas, il savait maintenant qu'il avait décidé sans les consulter de rayer le nom de Harold Lauder sur la liste des membres du comité spécial. Comment allait-il le prendre? Il n'en savait rien. Mais le fait qu'il ne soit pas venu aussitôt le voir était probablement un bon signe. Peut-être attendait-il de lui qu'il fasse maintenant des concessions, et s'il le fallait, il n'hésiterait pas à en faire, mais à condition d'écarter ce Harold. S'il le fallait, il renoncerait à Ralph. De toute façon, Ralph ne tenait pas vraiment à ce poste, mais Ralph avait la tête sur les épaules. C'était un type qui savait ne pas s'arrêter à la surface des choses. Il serait précieux comme membre d'un comité permanent.
Quant à Stu et à Glenn, ils avaient déjà nommé tous leurs amis dans ce comité. Si lui, Nick, voulait tenir Lauder à l'écart, il allait falloir qu'ils acceptent. Pour qu'ils réussissent leur coup, il ne fallait pas de dissension entre eux. Dis maman, comment il a fait le monsieur pour sortir le lapin de son chapeau? Eh bien, mon fils, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il a peut-être utilisé le bon vieux truc des gâteaux secs et de la limonade. Ça marche presque à tous les coups. Il revint à la feuille sur laquelle il griffonnait lorsque Ralph était entré, et il contempla les deux mots qui l'avaient entouré de trois cercles, comme pour les empêcher de s'échapper: autorité, organisation. Tout à coup, il en écrivit un autre au-dessous, il y avait juste assez de place. Trois mots maintenant, à l'intérieur des trois cercles: autorité, organisation, politique. Mais s'ils essayaient d'écarter Lauder, ce n'était pas simplement parce qu'il avait l'impression que Stu et Glenn Batman essayaient de prendre toute la couverture. Il était un peu agacé, naturellement. Il aurait été étrange qu'il ne le soit pas. D'une certaine manière, lui, Ralph et la mère Abigail étaient les fondateurs de la zone libre de Boulder. Nous sommes des centaines maintenant, et des milliers vont bientôt arriver, si Batman a raison, pensa-t-il en tapotant la feuille de papier avec son crayon. Et plus il regardait ces trois mots, plus il lui paraissait vilain. Mais quand Ralph, moi, la mère, Tom Cullen et les autres, quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait plus que des chats dans les rues de Boulder, et les cerfs, qui étaient descendus du parc national pour se nourrir dans les potagers, et même dans les magasins. Tu te souviens de celui qui avait réussi à entrer dans le supermarché et qui ne trouvait plus la sortie? Il courait dans les allées comme un fou, en renversant tout par terre. Oui, bien sûr, il n'y a pas longtemps que nous sommes ici, même pas un mois. Mais nous étions les premiers. Il y a certainement un peu de dépit dans mon attitude, mais ce n'est pas pour ça que je veux écarter Harold. Si je veux l'écarter, c'est parce que je ne lui fais pas confiance. Il sourit tout le temps, mais il a une cloison étanche entre sa bouche et ses yeux. Il y a eu des frictions entre lui et Stu à une époque à propos de Fran. Mais tous les trois disent que c'est terminé maintenant, et je me demande si c'est vrai. Parfois, je vois que Franny observe Harold, et elle a l'air mal à l'aise, comme si elle essayait de savoir dans quelle mesure tout était bien fini. Il n'est pas bête du tout, mais j'ai l'impression qu'il est instable. Nick secouait la tête, ce n'était pas tout. En plusieurs occasions, il s'était en fait demandé si Harold Lauder n'était pas fou. C'est surtout ce sourire. Je ne veux pas partager de secrets avec quelqu'un qui sourit de cette façon, quelqu'un qui donne l'impression de ne jamais bien dormir la nuit. Ah non, pas de Lauder, il faudra bien qu'il l'accepte. Nick referma son classeur et le rangea dans le dernier tiroir du bureau. Puis il se leva et commença à se déshabiller. Il avait envie de prendre une douche. Confusément, il se sentait sale. Le monde, pensait-il, non pas selon Garp, mais selon la supergrippe. Le nouveau monde, le meilleur des mondes. Mais il ne lui semblait pas particulièrement meilleur que l'autre, ni particulièrement nouveau. C'était comme si l'on avait caché un gros pétard dans le coffre à jouets d'un enfant. Boum, et les jouets s'étaient éparpillés partout. Certains étaient fichus, d'autres pouvaient être réparés, mais surtout, ils étaient éparpillés d'un bout à l'autre de la pièce. Encore un peu trop chaud pour qu'on les touche, mais bientôt ils seraient suffisamment refroidis. En attendant, il fallait faire un tri, jeter ce qui ne servait plus, mettre de côté les jouets qu'on pouvait réparer, faire une liste de tout ce qui fonctionnait encore, trouver un nouveau coffre pour tout ranger, un joli coffre à jouets, un coffre solide. Il y a quelque chose de maladivement terrifiant dans la facilité, presque la volonté qu'ont les choses de vouloir sauter en l'air. Le plus difficile, c'est ensuite de remettre de l'ordre, de trier, de réparer, et de faire la liste, et de jeter ce qui ne sert plus à rien, naturellement. Mais peut-on jamais se résoudre à jeter ce qui n'est plus bon? Nick s'arrêta devant la porte de la salle de bain, nu, ses vêtements dans les bras. La nuit était silencieuse, mais toutes ces nuits n'étaient-elles pas des symphonies de silence? Pourquoi donc avait-il tout à coup la chair de poule? Pourquoi? Parce qu'il sentit tout à coup que ce n'étaient pas des jouets que le comité de la zone libre allait devoir ramasser, pas des jouets du tout. Il sentit tout à coup qu'il faisait partie d'un cercle d'étranges couturiers de l'esprit humain. Lui, Redman, Batman, Mère Abigail, et oui, même Ralph, avec sa grosse radio et ses amplis, qui envoyaient le signal de la zone libre à travers l'immense solitude du continent. Ils avaient chacun une aiguille, et peut-être travaillaient-ils ensemble à confectionner une couverture douillette qui leur tiendrait bien chaud en hiver.
Ou peut-être ne faisait-il, après une brève pause, que recommencer à coudre un grand linceul pour ensevelir la race humaine en commençant modestement par les orteils. Après avoir fait l'amour, Stu s'était endormi. Il ne dormait pas beaucoup depuis quelque temps, et la veille il avait passé une nuit blanche à se saouler avec Glenn, préparant l'avenir. Franny avait mis une chemise de nuit et elle était sortie sur le balcon. L'immeuble où ils habitaient se trouvait en plein centre, à l'angle de Pearl et de Broadway. Leur appartement était au deuxième, et du balcon, elle pouvait voir le carrefour, Pearl dans le sens est-ouest, Broadway dans le sens nord-sud. Elle aimait cet endroit, comme si elle et Stu se trouvaient au centre de la rose des vents. La nuit était douce, pas une brise. 1 million d'étoiles faisaient briller la dalle noire du ciel, et sous leur clarté glacée, Fran voyait la masse imposante des Flatiron se dresser plus à l'ouest. Lentement, elle se caressa du cou jusqu'aux cuisses. Sous sa chemise de nuit en soie, elle était nue. Sa main frôla ses seins, puis, au lieu de continuer tout droit vers le petit promontoire de son pubis, elle traça un arc de cercle sur son ventre, suivant une courbe qui n'était pas aussi prononcée 15 jours plus tôt. On commençait à voir qu'elle était enceinte. Pas beaucoup, mais Stu lui en avait fait la remarque dans la soirée. Très décontracté, il avait préféré poser une question drôle. « Et combien de temps peut-on continuer sans que je le coince ?» « 4 mois, avait-elle répondu. « Ça te va ?» « Parfait, avait dit Stu. Et délicieusement, il était entré en elle. Plus tôt, la conversation avait été beaucoup plus sérieuse. Peu après leur arrivée à Boulder, Stu lui avait dit qu'il avait parlé du bébé à Glenn. Le prof pensait, sans en être sûr, que le virus de la supergrippe n'avait peut-être pas encore disparu. Si c'était le cas, le bébé risquait de mourir. Une idée troublante. On pouvait toujours compter, songea-t-elle, sur Glenn pour vous glisser 1 ou 2 idées troublantes à l'oreille. Mais si la mère était immunisée, il était clair que l'enfant... Oui, mais bien des gens ici avaient perdu leur enfant durant l'épidémie. Oui, mais cela voudrait dire... Oui, mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Eh bien, cela pourrait vouloir dire que tous ces gens réunis ici n'étaient que l'épilogue de la race humaine, une brève coda. Elle ne voulait pas le croire, ne pouvait pas le croire, parce que si c'était vrai... En bas, dans la rue, quelqu'un s'approchait, se tournait de côté pour se faufiler entre la vitrine d'un restaurant et l'avant d'un camion qui s'était immobilisé sur le trottoir. Une veste légère jetée sur l'épaule, il portait à la main quelque chose, soit une bouteille, soit une arme à long canon. Dans l'autre main, il tenait un bout de papier où une adresse était sans doute inscrite, car il semblait examiner les numéros des portes. Finalement, il s'arrêta devant leur immeuble. Il regardait la porte, ne sachant encore ce qu'il allait faire. Franny trouvait qu'il ressemblait un peu à un détective dans une vieille émission de télé. Elle était à moins de 10 mètres au-dessus de sa tête, mais la situation n'avait rien de facile. Si elle l'appelait, elle risquait de lui faire peur. Si elle se taisait, il allait sans doute frapper à la porte et réveiller Stuart. Et puis, que faisait-il avec un fusil à la main, si c'était un fusil? L'homme regarda en l'air, sans doute pour voir s'il y avait de la lumière dans l'immeuble. Franny était toujours en train de l'observer, leurs yeux se rencontrèrent. « Mon Dieu !» cria l'homme sur le trottoir. Et sans le vouloir, il fit un pas en arrière, trébucha dans le caniveau et tomba par terre. « Oh !» s'écria Franny au même instant. Elle fit aussi un pas en arrière sur son balcon. Une plante grimpante dans un grand pot était posée sur un socle derrière elle. Franny le heurta en reculant. Il hésita un peu, décida presque de vivre plus longtemps, puis s'écrasa sur le balcon. Dans la chambre, Stu grogna en se retournant dans son lit. Comme c'était à prévoir, Franny fut prise d'une crise de fou rire. Les mains collées sur la bouche, elle essayait de se pincer les lèvres sans parvenir à étouffer son rire qui fusait en petits hennissements rauques. Et c'est reparti, pensa-t-elle. S'il était venu me chanter la sérénade avec une mandoline, j'aurais pu lui faire tomber le pot sur la tête. Oh sole mio! Et boum! Elle cherchait si fort à s'empêcher de rire qu'elle en avait mal au ventre. Un murmure de conspirateurs monta jusqu'à elle de la rue. Hé, vous! Sur le balcon! Psst! Psst! Murmura Franny pour elle-même. Psst! Il ne manquait plus que ça. Elle dut prendre la fuite pour ne pas se mettre à braire comme un âne. Rien ne pouvait l'arrêter quand elle avait le fou rire.
Elle traversa donc à pas de loup la chambre plongée dans le noir, décrocha derrière la porte de la salle de bain un peignoir et fila vers la porte de l'appartement en essayant d'enfiler les manches. Son visage était parcouru de tressaillements bizarres, comme un masque de caoutchouc. Elle arriva sur le palier et se précipita dans l'escalier avant que son rire n'éclate, victorieux. Et c'est ainsi qu'elle descendit les 2 étages en cancanant comme une folle. L'homme, c'était un jeune homme, s'était relevé. Il était mince et bien bâti. Une barbe, qui était sans doute blonde, ou peut-être légèrement roussâtre à la lumière du jour, lui dévorait le visage. Des cercles noirs soulignaient ses yeux, mais il souriait timidement. « Qu'est-ce que vous avez renversé? Un piano » demanda-t-il. « Non, un pot de fleurs » répondit Fran. Mais le fou rire la reprit, et elle ne put que le montrer du doigt, secouée par un rire silencieux, se tenant le ventre à 2 mains. Des larmes ruisselaient sur ses joues. « Vous étiez irrésistible, reprit-elle. Je sais que ce n'est pas très gentil de dire ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais je vous jure, c'était tellement drôle. Autrefois, répondit-il avec un grand sourire, je vous aurais fait un procès pour au moins 250 000 $. Monsieur le juge, j'ai levé la tête, et cette jeune femme me regardait. Et oui, je crois bien qu'elle faisait une grimace. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Le tribunal statue en faveur du demandeur, pauvre garçon. L'audience est suspendue pour 10 minutes. Ils rirent un peu. Le jeune homme était vêtu d'un jean propre et d'une chemise bleu foncé. La nuit d'été était chaude. Franny était contente finalement d'être sortie. « Vous ne vous appelleriez pas Fran Goldsmith par hasard ?»« Si, répondit-elle, mais je ne vous connais pas. »« Je suis Larry Underwood. Nous sommes arrivés aujourd'hui. En réalité, je cherchais un certain Harold Lauder. On m'a dit qu'il habitait au 261 Pearl avec Stu Redman, Franny Goldsmith et quelques autres. » Le fou rire de Franny s'arrêta aussitôt. « Harold habitait l'immeuble quand nous sommes arrivés à Boulder, dit-elle. Mais il est parti il y a déjà pas mal de temps. Il habite rue Arapahoe, du côté ouest de la ville. Je peux vous donner son adresse si vous voulez, et vous dire comment y aller. »« Oh oui, j'aimerais bien, si c'est possible, dit Larry. Mais j'attendrai demain pour aller le voir. Je n'ai pas envie de me retrouver dans la même situation que tout à l'heure. »« Vous connaissez Harold ? Demanda Fran. Oui et non, répondit-il. Comme je vous connais un peu, mais sans vous connaître vraiment. Pour être franc, je dois vous dire que vous ne ressemblez pas du tout à celle que j'imaginais. Dans ma tête, je vous voyais comme une blonde germanique, probablement avec 2,45 à la ceinture. Je suis quand même très content de faire votre connaissance. Il lui tendit la main, et Franny la serra, avec un petit sourire un peu étonné. « Figurez-vous que je ne comprends pas un mot de ce que vous me racontez, dit Franny. « Asseyons-nous sur le trottoir 1 minute, s'il vous plaît, dit Larry. Je vais tout vous expliquer. » Ils s'assirent. Un coup de vent venu de nulle part souleva quelques papiers et agita les vieux ormes qui se dressaient sur la pelouse du palais de justice, 3 rues plus loin. « En fait, j'ai quelque chose pour Harold Lauder, dit Larry, mais en principe c'est une surprise. Alors, si vous le voyez avant moi, ne dites rien. »« Naturellement, répondit Franny, de plus en plus perplexe. Et il souleva ce qu'elle avait pris pour le canon d'une arme. En fait, c'était une bouteille de vin. Franny lut l'étiquette à la lumière des étoiles. Bordeaux, 1947. « C'est la meilleure année du siècle, expliqua Larry. Au moins, c'est ce qu'un de mes amis me disait. Il s'appelait Rudy. »« Mais 1947, fit Franny, ça fait 43 ans. Est-ce qu'il ne risque pas d'être un peu abîmé ?»« Non, fit Larry. Rudy disait qu'un bon Bordeaux ne s'abîme jamais. De toute façon, il a fait la route depuis l'Ohio. Si c'est un mauvais vin, au moins c'est un mauvais vin qui a beaucoup voyagé. »« Et vous l'avez apporté pour Harold ?» demanda-t-elle. « Oui, avec toute une provision de ces trucs-là, dit Larry, et il sortit quelque chose de la poche de sa veste. Cette fois, elle vit aussitôt ce que c'était et éclata de rire. « Une tablette de chocolat Payday ? Harold en raffole. Mais comment pouviez-vous le savoir ?»« Eh bien, c'est ce que je voulais vous expliquer, dit Larry. »« Alors racontez-moi tout, dit Fran. »« Bon, très bien. Il était une fois un type qui s'appelait Larry Underwood. Il habitait en Californie et était allé à New York voir sa chère vieille maman. Ce n'était pas la seule raison de son voyage, mais les autres raisons étaient un peu moins jolies. Restons-en à la première explication, d'accord ? » « Pourquoi pas, fit Franny. « Et voilà que la grande sorcière, reprit Larry,
Ou peut-être un imbécile du Pentagone déclenche une terrible épidémie qui dévaste tout le pays. Et en moins de 2, pratiquement tout le monde à New York est mort, y compris la mère de Larry. Je suis désolé, dit Franny. Mon père et ma mère sont morts eux aussi. Oui, tout le monde a perdu son père et sa mère, reprit Larry. Si nous devions nous envoyer des condoléances, il n'y aurait plus assez d'enveloppes. Mais Larry a eu de la chance. Il est parti de New York avec une dame qui s'appelait Rita, et qui n'avait pas exactement tout ce qu'il fallait pour faire face à la situation. Malheureusement, Larry n'avait pas ce qu'il fallait non plus pour l'aider à s'en sortir. Mais personne ne l'avait, remarqua Fran. Oui, peut-être, mais certains l'ont trouvé plus vite que les autres, dit Larry. Enfin bref, Larry et Rita ont pris la direction de la côte du Maine. Ils sont allés jusqu'au Vermont. Là, la dame a malheureusement pris quelques pilules de trop. C'est terrible, dit Fran. Oui, et Larry a très mal digéré la chose. En fait, il a vu plus ou moins un signe de Dieu, un jugement sur son caractère. J'ajouterais qu'une ou deux personnes qu'il avait connues pensaient que son principal trait de caractère était un égocentrisme à toute épreuve, aussi visible et manifeste qu'une Sainte Vierge phosphorescente sur le tableau de bord d'une Cadillac. Assise au bord du trottoir, Franny bougea un peu. J'espère que je ne vous embête pas avec mes histoires, mais tout ça me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, et il y a un rapport avec Harold. Puis-je continuer? Allez-y, dit Fran. Bon, merci. J'ai l'impression que depuis notre arrivée, depuis que nous avons rencontré cette vieille dame, je cherche quelqu'un de gentil pour lui raconter mes affaires. Et je pensais que ce serait Harold, mais je continue. Larry a poursuivi sa route, toujours en direction du Maine. En fait, il ne savait pas où aller. Il faisait des cauchemars. Mais comme il était seul, il ne pouvait pas savoir que d'autres personnes en faisaient elles aussi. Il s'est simplement dit qu'il ne s'agissait que d'un symptôme supplémentaire de sa constante détérioration mentale. Puis il est arrivé dans une petite ville sur la côte, Wells, où il a rencontré une femme qui s'appelait Nadine Cross, avec un curieux petit garçon qui finalement s'appelle Léo Rockway. Wells fit Franny. Oui, et nos 3 voyageurs ont tiré au sort, si on veut, pour savoir dans quelle direction ils devaient prendre la Nationale 1. Comme ils ont tiré pile, ils sont partis vers le sud et ont fini par arriver à Ogunkit, la coupa Franny. Oui, exactement, dit Larry. Et là, sur le toit d'une grange, en énormes lettres, j'ai vu pour la première fois les noms de Harold Lauder et de Franz Goldsmith. Ah oui, c'était l'idée de Harold, dit-elle. Oh, Larry, vous pouvez être sûr qu'il va être content. Oui, peut-être, reprit-il. Et nous avons suivi l'itinéraire indiqué, d'abord jusqu'à Stovington, puis jusqu'au Nebraska, chez Mère Abigail, et enfin jusqu'à Boulder. Nous avons rencontré des gens en cours de route, notamment une fille qui s'appelle Lucy Swan, et qui est ma femme maintenant. J'aimerais bien que vous fassiez sa connaissance un de ces jours, je crois que vous l'aimerez. Mais quelque chose s'est produit en cours de route, quelque chose que Larry n'avait pas vraiment voulu. Son petit groupe de 4 personnes a grandi. D'abord 6, un peu plus tard 10, et lorsque nous sommes arrivés devant la porte de Mère Abigail et que nous avons lu le message de Harold, nous étions 16. Puis 19 lorsque nous sommes repartis, et Larry était à la tête de cette petite bande. Il n'y avait pas eu de vote, pas de décision, les choses s'étaient faites toutes seules. Il ne voulait pas vraiment de cette responsabilité, pour lui c'était plus un fardeau qu'autre chose. Il n'arrivait plus à dormir la nuit, mais la tête fonctionne d'une drôle de manière, et je ne pouvais pas les laisser tomber. Question d'honneur, peut-être. Pourtant, j'avais une peur terrible de tout bousiller, de me réveiller un jour et de trouver quelqu'un mort dans son sac de couchage, comme Rita, là-bas, dans le Vermont. Et tout le monde en train de me montrer du doigt. C'est ta faute, tu n'étais pas meilleur que nous, c'est ta faute. Mais je n'avais personne à qui en parler, même pas au juge. Quel juge demanda Fran. Le juge Faris, un vieux bonhomme de Peoria, répondit Larry. Je crois qu'il a vraiment été juge vers les années 50, mais il était depuis longtemps en retraite quand l'épidémie est arrivée. Il a une tête de première classe, et quand il vous regarde, vous avez l'impression qu'il vous passe au rayon X. Bon, tout ça pour dire qu'Harold est devenu important pour moi. Plus il devenait nombreux, plus il devenait important, proportionnellement, si on veut. Et quand je repense au toit de la grange, la dernière ligne, celle de votre nom, je me demande comment il a fait. Il devait avoir les fesses dans le vide. Oui, sans doute, dit Franny. Mais je dormais, sinon je l'aurais empêché.
Moi, je m'étais fait une certaine idée de lui, reprit Larry. J'avais trouvé un papier de chocolat dans le grenier de cette grange à Ogunkit, et puis ce qu'il avait gravé sur la poutre. Ah bon, qu'est-ce qu'il avait gravé demanda Fran. Elle sentit que Larry l'observait dans le noir. Elle tira le bas de son peignoir sur ses jambes. Pas un geste de pudeur, car elle ne sentait rien de menaçant chez cet homme, mais un geste de nervosité. Ses initiales, reprit Larry d'une voix neutre. H-E-L. Mais s'il n'y avait eu que ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu le magasin de moto à Wells. Oui, nous aussi, nous avons été là-bas, dit Fran. Oh, je sais, dit Larry. J'ai vu qu'on avait pris 2 motos. Et ce qui m'a encore plus impressionné, c'est qu'Harold avait siphonné de l'essence dans le réservoir. Vous avez dû l'aider, Fran. J'ai failli me couper le doigt, moi, en faisant la même chose. Non, dit Franny. Harold a cherché un peu partout, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Une prise d'air, je crois. Larry grogna et se frappa le front. La prise d'air? Nom de Dieu, je n'y ai même pas pensé. Vous voulez dire qu'il a simplement cherché le tuyau, dévissé le bouchon et mis son tuyau dedans? Oui, dit Fran. Oh, Harold, dit Larry, avec dans la voix une note d'admiration qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, du moins pas à propos d'Harold Lauder. Alors là, il m'a eu. Bon, mais finalement, nous sommes arrivés à Stovington, et la surprise a été si mauvaise pour Nadine qu'elle est tombée dans les pommes. Moi j'ai pleuré, dit Fran, j'ai beuglé comme une vache. J'ai cru que je ne m'arrêterais jamais. J'avais imaginé que lorsque nous arriverions là-bas, quelqu'un allait nous dire « Bonjour, entrez donc, salle de désinfection sur la droite, cafétéria sur la gauche. » Ça semble tellement bête maintenant. Moi je n'étais pas étonné, dit Larry. L'indomptable Harold était arrivé avant moi et avait laissé ses instructions, puis était reparti. J'avais l'impression d'être un petit gars de la ville en train de suivre les instructions d'un grand chef Sioux. L'opinion qu'il se faisait d'Harold fascinait Franny et l'étonnait. N'était-ce pas Stu qui avait en fait dirigé le groupe depuis qu'ils avaient quitté le Vermont, en route pour le Nebraska? Honnêtement, elle ne s'en souvenait plus. Ils étaient tous trop préoccupés par leurs rêves. Larry lui rappelait des choses qu'elle avait oubliées, ou pire, dont elle ne s'était pas aperçue. Harold, qui avait risqué sa vie pour inscrire son message sur le toit de la grange, une idée qu'elle avait trouvée un peu idiote à l'époque, mais qui avait quand même servi à quelque chose. Siphonner de l'essence dans cette citerne. Apparemment une opération de première importance pour Larry, mais Harold s'en était tiré les doigts dans le nez. Elle se sentait coupable, inutile. Ils avaient tous plus ou moins supposé qu'Harold n'était qu'un fantoche un peu ridicule, mais Harold avait eu plus d'une bonne idée au cours de ces 6 semaines. Avait-elle donc été tellement amoureuse de Stu qu'il lui avait fallu attendre ce parfait étranger pour comprendre certaines choses à propos d'Harold? Ce qui la rendait encore plus mal à l'aise, c'était qu'une fois la situation acceptée, Harold s'était comporté vraiment comme un adulte avec elle et Stuart. Et naturellement, reprit Larry, des instructions nous attendaient à Stovington, avec un itinéraire détaillé, comme d'habitude, et dans l'herbe, un autre papier de chocolat Payday. C'était un peu comme un jeu de piste, mais au lieu de flèches, c'étaient des papiers de chocolat qu'Harold nous laissait. Nous n'avons pas toujours suivi votre itinéraire. Nous sommes partis un peu au nord, près de Gary, en Indiana, à cause d'un terrible incendie qui brûlait là-bas. On aurait dit que tous les réservoirs des compagnies pétrolières de la ville avaient pris feu. Et en cours de route, nous avons rencontré le juge et nous nous sommes arrêtés à Hemingford Home. Nous savions qu'elle n'était plus là, à cause des rêves, mais nous voulions tous voir cet endroit. Le maïs, la balançoire, enfin, vous comprenez? Oh oui, je comprends, dit Fran. Moi, j'avais l'impression de devenir fou, reprit Larry. Je pensais toujours que quelque chose allait nous arriver, que nous allions nous faire attaquer par une bande de motards, manquer d'eau ou n'importe quoi. Mais mère avait un livre qu'elle avait reçu de sa grand-mère, je crois. Dans les pas de Jésus, c'était le titre. Une collection de petites histoires à propos de gens qui se trouvaient dans des situations épouvantables. Des problèmes de morale la plupart du temps. Et le type qui avait écrit ce livre disait que pour résoudre les problèmes, il suffisait de se demander que ferait Jésus. Et tout s'arrangeait aussitôt. Et vous savez ce que je pense? Que c'est une question de zen. Pas une question en réalité, mais une manière de faire le vide dans votre tête, comme ces types qui murmurent en se regardant le bout du nez. Fran sourit. Elle savait parfaitement ce que sa mère aurait dit si elle avait entendu ça. Alors, quand je me sentais vraiment mal, continua Larry, Lucie, c'est la fille avec qui je suis, mais je vous l'ai dit, non?
Donc Lucie me disait « Vite, Larry, pose la question !»« Et que ferait Jésus ?» demanda Fran, un peu ironique. « Ah non, que ferait Harold ?» répondit Larry très sérieusement. Fran n'en croyait pas ses oreilles, et elle se dit qu'elle aimerait bien être là quand Larry rencontrerait Harold. Comment allait-il réagir ? Un soir, nous campions dans une ferme, et nous n'avions presque plus d'eau, continua Larry. Il y avait bien un puits, mais impossible de s'en servir, naturellement, puisqu'il n'y avait pas d'électricité et que la pompe ne fonctionnait donc pas. Joe, ou Léo, je suis désolé, son vrai nom est Léo. Donc Léo n'arrêtait pas de venir me dire « Soif, Larry, très soif !» Il commençait à me rendre complètement dingue. J'étais pratiquement à bout, et s'il était venu encore une fois, je crois bien que je l'aurais frappé. Pas mal, hein ? Frapper un pauvre petit garçon plutôt perturbé, mais on ne change pas du jour au lendemain. Et j'ai encore pas mal de progrès à faire. Mais vous les avez quand même tous emmenés jusqu'ici, dit Franny. Dans notre groupe, nous avons eu un mort, une appendicite. Stu a essayé de l'opérer, mais ça n'a pas marché. Tout compte fait, Larry, je dirais que vous vous en êtes très bien tiré. Vous voulez dire avec l'aide de Harold ? Répondit Larry. Et en tout cas, Lucie m'a dit « Vite, Larry, pose la question », et c'est ce que j'ai fait. Il y avait une éolienne un peu plus loin pour amener l'eau jusqu'à l'étable. Elle tournait. Mais quand j'ai ouvert les robinets dans l'étable, elle ne coulait pas. Alors j'ai regardé dans une grosse boîte au pied de l'éolienne, une boîte qui protégeait le mécanisme. Et j'ai vu que l'axe était sorti de son logement. Je l'ai simplement remis en place et ça a marché. Toute l'eau que nous voulions, bien fraîche, très bonne, grâce à Harold. « Mais non, c'est grâce à vous, dit Fran. Harold n'était pas là quand même. Si, il était là, dans ma tête, dit Larry. Et maintenant, je suis ici, je lui apporte du vin et du chocolat. Vous savez, continua-t-il en lançant un regard oblique, j'ai presque cru que vous étiez son ami. Franny secoua la tête et regarda le bout de ses doigts. Non, je ne suis pas avec Harold. Larry ne répondit rien, mais elle sentit qu'il l'observait. Bon, dit-il enfin, me suis-je trompé à propos d'Harold ? Franny se leva. Il faut que je rentre. J'ai été contente de faire votre connaissance, Larry. Revenez demain, je vous présenterai Stu. Et venez avec Lucie, si elle n'a rien d'autre à faire. Mais Harold, demanda Larry. Oh, je ne sais pas, répondit-elle d'une voix chevrotante, et elle sentit tout à coup qu'elle allait bientôt se mettre à pleurer. À vous entendre, j'ai l'impression que je me suis vraiment mal comporté avec Harold. Et je ne sais pas pourquoi ni comment j'ai fait ça. Est-ce qu'on peut m'en vouloir si je ne l'aime pas de la même manière que Stu ? Est-ce que c'est ma faute ? Non, pas du tout, naturellement, répondit Larry. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je devrais apprendre à m'occuper de mes affaires. Je m'en vais maintenant. Il a changé, dit Franny. Je ne sais pas pourquoi, et parfois je crois qu'il est mieux qu'avant, mais je n'en suis pas vraiment sûr. Parfois j'ai même peur. Peur d'Harold ? demanda Larry. Elle regarda par terre sans lui répondre. Elle avait déjà sans doute trop parlé. Mais est-ce que vous pouvez me dire comment je peux le trouver ? demanda doucement Larry. Oh, c'est très facile, dit Fran. C'est tout droit sur la rue Arapahoe jusqu'à ce que vous trouviez un square sur votre droite. Harold habite une petite maison juste en face. D'accord, dit Larry, et merci. J'ai vraiment été très heureux de faire votre connaissance, Fran, avec le pot de fleurs et tout le reste. Elle sourit, mais le cœur n'y était plus. Sa belle humeur de tout à l'heure s'était envolée. Larry leva sa bouteille en l'air. « Et si vous le voyez avant moi, vous ne lui dites rien, d'accord ?»« Naturellement, répondit-elle. « Alors, bonne nuit, Franny. » Elle le regarda disparaître dans la nuit, puis remonta se coucher à côté de Stu, qui dormait toujours à poing fermé. « Harold, pensa-t-elle, en tirant les couvertures sous son menton. Comment aurait-elle pu dire à ce Larry, qui semblait si gentil et tellement perdu, mais n'était-il pas tous un peu perdus, qu'Harold Lauder était un gros garçon sans maturité, complètement perdu lui-même. Devait-elle lui dire qu'un jour, il n'y avait pas si longtemps, elle était tombée sur le sage Harold, le Harold plein de ressources, le Harold qui avait la réponse à tout, comme Jésus, en train de tondre sa pelouse en costume de bain, pleurant à chaudes larmes. Devait-elle lui dire que le Harold parfois grognon, souvent effrayé qu'elle avait connu à Ogunquit, était devenu un politicien redoutable, un type qui distribuait les poignées de main en souriant, mais qui vous regardait avec les yeux vides et glacés d'un monstre de Gila. Elle allait certainement avoir du mal à s'endormir.
Harold était tombé follement amoureux d'elle, et elle était tombée follement amoureuse de Stu. Non, la vie n'était pas rose. Et maintenant, chaque fois que je vois Harold, j'ai froid dans le dos, même s'il a bien perdu 5 kilos et qu'il soit moins boutonneux qu'avant. Sa gorge se serra tout à coup, et elle se dressa sur ses coudes, écarquillant les yeux dans le noir. Quelque chose avait bougé dans son ventre. Ses mains coururent vers la petite bosse que l'on commençait à voir, mais il était sûrement trop tôt. Elle avait dû imaginer. Mais non, elle n'avait rien imaginé. Elle se recoucha lentement, le cœur battant. Elle pensa réveiller Stu, mais se ravisa. Si seulement c'était lui qui lui avait fait ce bébé au lieu de Jess. Si ça avait été lui, elle l'aurait réveillé et elle aurait partagé ce moment avec lui. Elle le ferait pour le prochain, s'il y en avait un, naturellement. Puis le mouvement reprit, si discret qu'elle aurait pu croire simplement que ses intestins lui jouaient des tours. Mais elle savait, c'était le bébé, et le bébé était vivant. Mon Dieu, murmura-t-elle. Elle ne pensait plus à Larry Underwood ni à Harold Lauder. Elle ne pensait plus à ce qui lui était arrivé depuis que sa mère était tombée malade. Elle attendait qu'il bouge encore. Elle guettait le moindre signe de sa présence, et elle s'endormit ainsi. Son bébé était vivant. Harold était assis sur la pelouse de la petite maison qu'il s'était choisie. Il regardait le ciel en pensant à une vieille chanson rock qu'il avait entendue autrefois. Il détestait le rock, mais il se souvenait pourtant de presque toutes les paroles de cette chanson et même du nom du groupe, Cathy Young and the Innocents. La chanteuse avait une voix prenante, un peu rauque. Harold s'était imaginé une blondinette de 16 ans, pâle, plutôt quelconque, comme si elle chantait devant une photo qui restait la plupart du temps au fond d'un tiroir, une photo qui ne sortait que tard le soir, quand tous les autres dormaient à la maison. Elle chantait comme si elle n'avait plus aucun espoir, et la photo devant laquelle elle chantait avait peut-être été chippée dans l'album de sa sœur aînée, une photo du beau mec local, capitaine de l'équipe de football et président de l'association des étudiants. Le beau mec était en train de s'amuser avec une splendide majorette au fond d'une ruelle déserte, tandis que, perdue dans sa banlieue, cette pauvre fille au nichon plat, avec un gros bouton au coin de la bouche, chantait. Il y avait bien plus de 1000 étoiles dans le ciel ce soir-là, mais ce n'étaient pas des étoiles d'amoureux. La Voie lactée était muette. Ici, à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, les étoiles étaient dures et cruelles, comme un milliard de trous dans un voile de velours noir, coup de poignard divin. Des étoiles de haine. Et leur présence donna envie à Harold de faire un vœu. Je déteste, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Crevez tous, les potes. Il était assis, la tête renversée en arrière, astronome, perdu dans sa lugubre contemplation. Il avait les cheveux plus longs que jamais, mais bien propres, soigneusement brossés. Il ne sentait plus la bouse de vache, même ses boutons disparaissaient, maintenant que le chocolat ne l'intéressait plus. Et avec tout ce travail, toute cette longue marche, il avait maigri. Il commençait à être parfaitement présentable. Ces dernières semaines, il lui était arrivé de se voir dans une vitrine et de se retourner, surpris, comme s'il découvrait un étranger. Il changea de position sur sa chaise. Un livre était posé sur ses genoux, un grand livre relié en simili-cuir. Chaque fois qu'il sortait de chez lui, il le cachait sous une pierre de la cheminée. Si quelqu'un avait trouvé ce livre, sa carrière à Boulder aurait été terminée. Un mot s'étalait en lettres d'or sur la couverture du livre, Registre. C'était le journal qu'il avait commencé à tenir après avoir lu celui de Fran. Il avait déjà rempli de sa petite écriture serrée les 60 premières pages sans laisser de marge. Aucun paragraphe, un texte d'un seul bloc, débordant de haine, comme un abcès, laissant échapper son pu. Il n'avait jamais cru posséder une telle réserve de haine, une réserve qui aurait dû être épuisée déjà, mais dont il semblait n'avoir fait qu'effleurer la surface. Mais pourquoi cette haine ? Il se redressa, comme si quelqu'un lui avait posé la question. Une question à laquelle il n'était pas facile de répondre, sauf peut-être pour quelques rares élus. Einstein n'avait-il pas dit que seulement 6 personnes au monde comprendraient toutes les incidences de la formule E égale mc2 ? Et cette équation-là, dans son crâne, la relativité d'Harold, l'énergie de la haine. Oh, il aurait pu écrire encore des pages et des pages sur la question, de plus en plus obscure, jusqu'à se perdre dans les rouages de son cerveau, sans avoir pourtant trouvé le ressort qui les faisait tourner. C'était presque un viol, il se violait lui-même, mais était-ce bien cela ? Pas très loin, en tout cas, de l'auto-sodomisation.
Il n'allait plus rester bien longtemps à Boulder, 1 mois ou 2, pas davantage. Quand il aurait finalement trouvé le moyen de régler ses comptes, alors il partirait vers l'ouest. Et quand il arriverait là-bas, il parlerait, vomirait tout ce qu'il savait sur cet endroit, il leur raconterait ce qu'on disait aux assemblées publiques et, bien plus important, aux réunions à huis clos. Il était sûr d'être nommé au comité de la zone libre, on l'accueillerait à bras ouverts, et le type qui s'occupait de tout là-bas lui donnerait une belle récompense. Non pas en mettant fin à sa haine, mais en lui donnant le parfait véhicule pour l'exprimer, une Cadillac de la haine, longue, noire et menaçante. Il prendrait le volant et il foncerait sur eux. Flagg et lui renverseraient cette minable colonie comme on donne un coup de pied dans une fourmilière. Mais d'abord, il fallait s'occuper de Redman, qui lui avait menti, qui lui avait volé sa femme. Mais Harold, pourquoi cette haine? Non, il n'y avait pas de réponse satisfaisante à cette question, seulement une sorte d'évidence crue et brutale. Était-ce même une question que l'on pouvait poser? Autant demander à une femme pourquoi elle a donné naissance à un enfant handicapé. Il y avait eu un temps, 1 heure ou 1 seconde, où il avait pensé se débarrasser de sa haine. Après avoir terminé de lire le journal de Fran, quand il avait découvert qu'elle était irrémédiablement attachée à Stu. Cette découverte lui avait fait le même effet qu'un jet d'eau froide sur une limace. Elle se contracte et se met en boule. À ce moment précis, il avait compris qu'il pouvait simplement accepter les choses, découverte qui l'avait à la fois terrifié et rempli d'une sorte d'ivresse. Il avait compris qu'il pouvait devenir une autre personne, un nouveau Harold Lauder, copie améliorée de l'ancien grâce au scalpel de la super-grippe. Mieux que tous les autres, il comprenait que la zone libre de Boulder, c'était cela. Les gens avaient changé. La société qui s'était formée dans cette petite ville ne ressemblait en rien à celle qui avait existé avant. Les gens ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils ne prenaient pas leur distance comme lui le faisait. Hommes et femmes vivaient en couple sans désir apparent d'instituer à nouveau la cérémonie du mariage. Des groupes de personnes habitaient ensemble en petites sous-communautés comme des communes. Les disputes étaient rares, tout le monde semblait s'entendre, et le plus étrange, c'est que personne ne semblait se douter des profondes implications théologiques de leurs rêves, et de l'épidémie elle-même. Boulder avait fait table rase, à tel point qu'elle était incapable d'apprécier sa nouvelle beauté. Ça, Harold le comprenait, et cette compréhension alimentait sa haine. Très loin, de l'autre côté des montagnes, une autre créature était née d'une obscure tumeur maligne. Cellule en folie prélevée sur le cadavre de l'ancien corps politique, seul représentant du carcinome qui avait dévoré vivante l'ancienne société. Une seule cellule, mais elle avait déjà commencé à se reproduire, à engendrer d'autres cellules anarchiques. Et pour la société, ce serait bientôt la lutte de toujours, la lutte des tissus sains pour rejeter l'intrusion maligne. Mais pour chaque cellule individuelle, c'était la vieille question, celle qui remontait au jardin d'Éden. As-tu mangé la pomme ou l'as-tu laissée sur l'arbre? De l'autre côté des montagnes, à l'ouest, il s'empiffrait déjà des tartes aux pommes. Les assassins de l'Éden étaient là, les sombres fusillés. Et lui, quand il avait compris qu'il était libre de s'accepter, il avait rejeté cette nouvelle option. La saisir au vol aurait été comme se tuer lui-même. Le fantôme de toutes les humiliations qu'il avait subies était revenu le hanter. Ses rêves brisés, ses ambitions anéanties étaient revenus défiler devant ses yeux, lui demander s'il pouvait oublier si facilement. Dans la nouvelle société de la zone libre, il ne serait jamais que Harold Lauder. Là-bas, il pouvait être un prince. C'était le cancer qui l'attirait, le carnaval de la noirceur, les grandes roues brillant de toute leur lumière qui tournaient au-dessus de la terre plongée dans l'obscurité, défilé incessant de monstres comme lui, et sous le chapiteau, les lions mangeaient les spectateurs. Ce qui l'attirait, c'était la musique discordante du chaos. Il ouvrit son journal et d'une main ferme se mit à écrire à la lumière des étoiles. 19 août 1990, très tôt le matin. On dit que les 2 grands péchés de l'homme sont l'orgueil et la haine, mais est-ce vrai? Je préfère y voir les 2 grandes vertus de l'homme. Renoncer à l'orgueil et à la haine, c'est dire que vous voulez changer pour le bien d'autrui. Les cultiver, leur donner libre cours est 100 fois plus noble, car c'est dire que le monde doit changer pour votre bien à vous. Je me suis embarqué dans une grande aventure. Signé Harold Emery Lauder. Il referma le registre, rentra dans la maison, cacha le livre dans son trou et replaça soigneusement la grosse pierre.
Puis il se rendit à la salle de bain, posa sa lampe Coleman sur le lavabo pour qu'elle éclaire le miroir, et pendant un bon quart d'heure s'entraîna à sourire. Il faisait de grands progrès.